Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. On parle cette semaine d'agriculture. Quel modèle agricole pour l'Europe en général, pour la France en particulier? Ces dernières années, on s'est beaucoup posé la question de l'avenir du glyphosate en Europe. La tension autour du désherbant le plus vendu au monde était montée d'un cran, indispensable, disent en chœur la plupart des agriculteurs, cancérogène probable, donnent les écologistes, en réautorisant le glyphosate pour 5 ans. En décembre dernier, la Commission européenne avait aussi promis plus de transparence dans les procédures d'homologation des pesticides. Elle a fait des propositions pour plus de transparence, on va en parler. De son côté, le Parlement européen a mis en place une commission spéciale sur le système d'autorisation des pesticides en Europe. Elle a commencé son travail d'enquête. Bref, la saga européenne sur le glyphosate est loin d'être terminée. On va en parler avec nos invités. 3 invités m'ont rejoint sur ce plateau. Éric Andrieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du groupe des socialistes et démocrates. Vous êtes surtout le président de la commission PEST, la commission spéciale d'investigation sur le système d'autorisation des pesticides en Europe, commission instaurée par le Parlement européen il y a quelques mois. C'est aussi la reconnaissance de la bataille que vous menez depuis longtemps pour une alimentation plus saine, respectueuse de l'environnement et des conditions de travail des agriculteurs. Face à vous, Angélique Delahaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne du groupe du Parti populaire européen. En France, vous êtes membre des Républicains. Vous êtes aussi membre de la commission environnement du Parlement européen. Vous aviez voté en faveur du renouvellement du glyphosate pour 5 ans. Vous êtes membre de la commission PEST. Et je rappelle par ailleurs que vous êtes agricultrice. Merci d'avoir accepté mon invitation. Enfin, également membre de cette commission sur l'autorisation des pesticides en Europe, Michèle Rivasi, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne du groupe des Verts ici au Parlement européen. Vous n'aviez pas caché votre déception en décembre dernier après le vote européen en faveur d'une nouvelle autorisation pour 5 ans du glyphosate. Vous aviez voté contre. Pour vous, ce sont les lobbies qui ont gagné contre la santé de la population. On va en parler de ces lobbies. On va en parler, mais d'abord, l'actualité, c'est la riposte de Bruxelles au désastreux feuilleton du glyphosate. La Commission européenne a annoncé une série de propositions pour améliorer la sécurité alimentaire et tenter de redonner confiance aux consommateurs après les nombreux scandales, notamment la polémique glyphosate. En gros, qu'il y ait plus de transparence. Alors, quelles sont ces propositions? On regarde et on réagit juste après. Le glyphosate, un dossier qui a déchiré l'Union européenne pendant des années. Il y a ceux qui disent que cet herbicide est cancérogène et veulent son interdiction définitive. Et il y a ceux qui disent qu'on ne peut pas faire sans. On a besoin de pesticides dans notre agriculture productiviste. En Europe, les Pays-Bas ou la Hongrie étaient pour renouveler l'autorisation du pesticide controversé pour 15 ans, quand la France ou l'Allemagne voulaient une autorisation pour 3 ans. Au final, après d'interminables discussions, le glyphosate sera autorisé pour 5 ans dans l'Union européenne. Il y a eu du lobbying des deux côtés, côté industriel et côté ONG, de l'opacité dans les procédures et du conflit d'intérêts. Le souci vient des études scientifiques sur lesquelles s'appuient les autorités sanitaires européennes ou mondiales et les experts de la Commission européenne. Ces études sont souvent introuvables, non consultables, ou quand elles le sont, c'est partiellement. Cela nourrit le soupçon sur des études souvent financées par les industriels eux-mêmes. Que propose la Commission européenne? La Commission propose que désormais, tous les citoyens puissent avoir accès aux études scientifiques. Cela passerait par un registre qui recenserait toutes les études qui ont été commandées, qu'elles soient favorables ou défavorables aux industriels. La Commission demande aussi de disposer d'un pouvoir pour commander une nouvelle étude scientifique. Plusieurs champs sont concernés, les produits phytosanitaires, les OGM ou les additifs alimentaires. Est-ce une victoire pour les ONG? Pour les ONG, c'est le minimum syndical. Elles voudraient que ces études scientifiques ne soient plus financées comme aujourd'hui par les industriels, mais par l'Union européenne. Problème, cela coûte très cher. Ces propositions de la Commission doivent maintenant être discutées et votées par les 28 chefs d'État et de gouvernement et aussi par les députés européens. Un long débat en perspective. Justement, la commission PEST, le Parlement européen, a mis en place une commission spéciale sur le système d'autorisation des pesticides en Europe. La PEST, elle a commencé son travail d'enquête il y a quelques jours à Bruxelles en auditionnant, en plus de la commission, directeur exécutif de l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments. Vous êtes le président de cette commission. Vous allez enquêter sur quoi exactement? On va enquêter, si vous voulez, sur
toutes les étapes de la procédure d'autorisation donc des molécules. C'est-à-dire voir effectivement, collectivement, et là l'ensemble des groupes participent à ces travaux, comment nous pouvons garantir que demain, lorsque les citoyens européens vont manger des aliments, vont respirer l'air, boire de l'eau, ce soit exempt de toute molécule dangereuse pour la santé humaine. Et donc, étape par étape, on va voir qu'est-ce qui dysfonctionne aujourd'hui. Le poids de l'industrie par rapport au public, ça a été dit. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une révélation, mais donner une information, par exemple, qui nous pose question. Lorsque l'industriel travaille sur une molécule et investit beaucoup d'argent sur une molécule, c'est l'industriel qui va choisir l'État membre qui va devoir donner un avis sur la dangerosité ou non de la molécule. Est-ce que ça, au nom de la démocratie, donc c'est tout à fait acceptable ou faut-il changer les procédures? Est-ce qu'aujourd'hui, les choix des études qui sont faits, par exemple, donc, par le public, l'EFSA ou l'ECA, donc, doit être fait différemment? Est-ce qu'aujourd'hui, donc, les modèles d'autorisation, le poids du public et des lobbies, du privé, pardon, et des lobbies doit être amendé ou contrôlé? Je crois qu'il y a un vrai souci de démocratie. L'enjeu, il est commun, il est partagé par tous, c'est celui de la santé humaine. Et aujourd'hui, il faut voir dans quelle mesure, nous, en tant que co-législateurs, nous pouvons organiser le système d'autorisation pour que cette santé humaine soit garantie. Angélique Delahaye, vous étiez plutôt contre l'instauration de cette commission d'enquête. C'était quoi vos réticences? Moi, ma réticence, c'est de dépenser correctement l'argent public. C'est la première de nos responsabilités. Et c'est des travaux qui pouvaient être faits par la commission environnement. Bon. Une autre décision a été prise. Oui, mais et moi, la santé humaine vaut bien une messe. Laisse-moi m'expliquer, s'il te plaît. Hein. Je considère que quand une commission a vocation à faire un travail, elle doit le faire. Bon, en l'occurrence, ça n'était pas le cas, donc je me suis rangée à l'avis général qui consistait à dire, après tout, allons-y, vérifions. Et c'est la proposition d'ailleurs que j'ai faite au président de mon groupe en disant, après tout, allons-y, regardons ce qui se passe. Et puis, on parle beaucoup de molécules. Moi, ce qui m'embête beaucoup dans tout ça, c'est qu'on ne parle pas des produits commerciaux qui font l'objet d'un certain nombre d'additifs qui, eux, d'ailleurs, sont souvent source de problèmes en matière de santé humaine. Et là, il y a une vraie problématique pour moi, qui ne sont pas testés et qui ne sont pas de la responsabilité de l'Europe, puisque c'est chaque État membre qui autorise. Et l'EFSA nous a appris une chose très intéressante, justement l'autre jour, à l'occasion de l'audition par la commission spéciale pesticides, sur un produit comme le glyphosate, sur une molécule comme le glyphosate, la France a autorisé plus de 600 produits commerciaux. Dans le même temps, la Hollande, elle, n'en a autorisé que 60. Donc moi, je me dis que manifestement, c'est une question de santé publique. Il faut aussi qu'on s'intéresse aux produits commerciaux et pas uniquement aux molécules. Parce que d'ailleurs, nous avons fait retirer, c'est pour ça que j'ai voté le texte pour la réautorisation du glyphosate, parce que nous y avons amené beaucoup d'amendements qui ont restreint le champ d'utilisation de ce produit. Et nous avons demandé l'interdiction d'un conformulant qui, lui, est manifestement cancérigène, puisque ça a été prouvé par des études scientifiques. Donc notre responsabilité, c'est d'aller au bout de la réflexion et de ne pas regarder que le plan européen, mais ce que font aussi les États membres. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Eric tout à l'heure, qu'un industriel choisisse une agence. Moi, je me demande au nom de quoi. Par contre, il faut que les agences qui sont choisies, on ait la garantie qu'elles aient la capacité à analyser correctement et à nous produire les études qui nous permettront à nous, co-législateurs, de nous appuyer sur des choses sérieuses pour garantir la santé de nos concitoyens. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une faillite aussi dans l'expertise européenne dans cette histoire? On a d'un côté les experts européens qui disent qu'il n'y a pas de problème avec le glyphosate, il n'est pas cancérogène, hein, c'est le cas de l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, ou l'AICA, l'Agence européenne des produits chimiques, et il y a ceux qui disent le contraire, hein, c'est cancérigène, c'est le cas de l'OMS. Michel Abbasi. Tout à l'heure, on parlait de la transparence des études scientifiques. Dans le cas de l'OMS, toutes les études sont publiques. Dans le cas de l'EFSA, il y avait 74 études financées par les industriels qui n'étaient pas publiques. Donc ça, déjà, vous voyez, ça peut expliquer la différence. Après, c'est quelles études on prend en compte et quelles études on retoque. C'est-à-dire qu'on estime qu'elles n'ont pas la méthodologie, etc. C'est l'industriel qui choisit. Et là, pour revenir sur ce que tu disais, c'est qu'il faut avoir la garantie que les études sont correctement faites, qu'on prend en compte des études universitaires et pas que les études des industriels, et qu'en dernier ressort, s'il y a polémique, il faudrait que l'Europe ait les moyens de commanditer une étude. En même temps, quand on renvoie le produit final aux agences nationales, grosso modo en Europe, il y a 3 agences qui tiennent la route. Il y a la française, il y a l'anglaise, il y a l'allemande.
Et le problème, c'est que sur 600 produits, sur ce qu'on appelle les coformulants, mais ça demande un boulot considérable. Et je suis persuadée, et ça on va pouvoir le voir au niveau de la Commission, que les agences donnent un feu vert alors qu'ils ne savent pas tous les coformulants qui sont mis, vous voyez, dans le produit. Et donc, moi, à l'heure actuelle, je peux vous dire, je n'ai pas la garantie que la sécurité sanitaire des citoyens européens est garantie. Soit c'est l'Europe qui a les moyens et qui analyse les produits, mais on ne peut pas laisser à chaque État membre. Fois, ce n'est pas la Hongrie, la Roumanie, la Pologne ou le Portugal qui va être capable d'analyser, vous voyez, énormément de coformulants dans les produits. Donc, quelque part, c'est une façon d'autoriser des produits sans avoir les évaluations scientifiques. Et le niveau international, vous allez pouvoir auditionner Monsanto, Bayer? Écoutez, j'espère bien. Écoutez, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 2 jours, la Cour d'appel de Californie a confirmé que la molécule du glyphosate était cancérigène. Ouais. Donc on ne peut pas ne pas s'interroger. Le glyphosate, il n'est pas que français, il n'est pas qu'européen, il n'est pas qu'international. Donc nous avons demandé, nous, effectivement, à faire... Moi, j'ai proposé à ce qu'on aille sur une mission faite donc, aux États-Unis. Donc ça a été refusé par la majorité des groupes. Donc Angélique va s'exprimer là-dessus. Mais comment dire, on va trouver une formule pour pouvoir entendre et écouter les parties prenantes. Mais je pensais que c'était important aussi que nous allions à l'écoute d'eux. Après, la démocratie s'exprime, donc chacun vote en conscience. Mais par exemple, je vous donne un exemple sur la question du glyphosate, si vous voulez, hein, puisqu'on parle de ce sujet-là. L'État rapporteur qui a été choisi par Monsanto, c'est l'Allemagne et le BFR. Mais il y a un co-rapporteur. Et savez-vous qui est l'État co-rapporteur sur la molécule de glyphosate? C'est la Slovaquie. Or, Michel vient de le dire, il y a 3 agences en Europe qui sont reconnues pour leur performance, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Pourquoi aujourd'hui on a eu un co-rapporteur qui était la Slovaquie alors qu'a priori il n'y a pas une vraie compétence en la matière? C'est un sujet qui n'est pas mineur. Parce qu'on traite justement donc d'une molécule qui est importante parce qu'elle est utilisée massivement par la profession. Angélique Delahaye, il y a les agriculteurs qui disent nous, le glyphosate, on ne peut pas faire sans. Donc comment on fait? Alors d'abord, il faut savoir à quoi ça sert. Hein. Ça sert à désherber. Oui. Et donc, on a engagé les agriculteurs depuis un certain nombre d'années dans des techniques pour ne plus émettre de gaz à effet de serre, pour mieux respecter la biodiversité de leur sol. Et donc, ils ne labourent plus. Et donc, quand vous ne labourez pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mauvaises herbes qui poussent. Et quand vous voulez mettre en place votre culture, elle n'a pas la capacité à germer correctement parce qu'elle est étouffée par ces mauvaises herbes. Donc, avant d'implanter la culture, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent un coup de glyphosate de façon à nettoyer le sol. Et derrière, ils peuvent implanter effectivement leur culture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je veux bien... On a 3 ans en France pour trouver un produit de substitution. Moi, ça fait plus de 10 ans que je milite pour qu'on mette massivement des moyens financiers sur la table pour accompagner la recherche et le développement dans des mesures alternatives. J'ai été la première professionnelle en milieu agricole à créer un groupement d'intérêt scientifique en France avec l'INRA pour trouver des alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc c'est assez difficile de me taxer d'être pro-produits phytosanitaires. Pour autant, moi je suis quelqu'un de pragmatique. Et je pense qu'on ne peut pas mettre les agriculteurs dans l'impasse ou d'autres acteurs économiques. Enfin, moi j'aimerais savoir comment la SNCF demain va désherber les rails de chemin de fer qui passent le long de mon exploitation. Parce que quelquefois, quand ils passent du glyphosate un peu large, je peux vous dire que mes salades à côté, elles n'aiment pas beaucoup. Et en règle générale, on ne met pas de glyphosate sur les salades qui vont pouvoir les récolter. Donc je crois qu'il y a un moment, il y a une nécessité de faire évoluer les choses. Et ça, moi, je serai toujours très proactive, mais il y a un principe de réalité. Et donc, tant qu'on n'a pas d'alternative, eh bien, il faut trouver les moyens. Et c'est pour ça que j'ai œuvré au Parlement pour qu'on puisse réduire au maximum l'utilisation de ce produit, tant que demain, on n'a pas une étude qui est en capacité de nous prouver de façon indubitable qu'il faut changer les choses. Allez, direction l'Italie maintenant, au nord du pays, Males Venosta, un village agricole. Là-bas, les habitants ont décidé d'interdire carrément les pesticides. Le slogan, c'est un peu plus de chimie dans les campagnes. On regarde le reportage de François Agoulin et on réagit juste après. Les montagnes imposantes veillent sur ce petit village du nord de l'Italie. À Males Venosta se déroule le combat de David contre Goliath. Les habitants ont décidé d'interdire les pesticides envers et contre tout. L'eau c'est sacré ici, je peux la boire sans crainte. Johannes Fragner se bat depuis 20 ans pour en finir avec les produits chimiques. Menacé de mort par les agriculteurs, il a persévéré jusqu'à obtenir l'organisation d'un référendum il y a 3 ans.
Ce qui est vraiment positif, c'est que les gens ont été nombreux à participer. Ils ont préparé ce référendum. Pendant 2 ans, on a fait venir des experts du monde entier, toxicologues, pharmacologues, médecins de l'environnement, agriculteurs bio, et on a expliqué à tout le monde, même aux touristes, nos arguments. À la fin, on a fait ce référendum populaire et on a gagné largement, avec 76% des votants qui ont dit oui, nous croyons à cette voie-là. Désormais, la commune est la seule de la vallée, de la région et même du pays à avoir banni les pesticides. Johannes est aussi le pharmacien du village. Pendant des années, il a vu ses concitoyens tomber malades à cause des épandages dans les champs. Aujourd'hui, après 3 ans d'un environnement plus sain, les changements sont visibles. On travaille avec une pédiatre de Castelbello, un village juste à côté, au milieu des vergers. On observe un nombre d'enfants malades beaucoup plus important là-bas. Ici, à Males Venosta, il y a beaucoup moins d'asthme et d'allergies. Nous nous battons pour que notre village ne devienne pas comme ses voisins. Males Venosta est désormais un îlot au milieu d'une marée de produits chimiques. Autour du village poussent des milliers d'hectares de pommiers arrosés de pesticides plus de 30 fois par an en moyenne. Et même dans le village, il y a des réfractaires à la nouvelle loi. Gunther Wallnofer en fait les frais. Éleveur bio à Males depuis plus de 10 ans, il soupçonne son voisin de continuer à traiter ses pommes. Pas de chance, l'éleveur est élu à la mairie et en charge des contrôles. Désormais, c'est 600 € d'amende à payer si des produits sont trouvés dans les champs. Les agriculteurs qui utilisent encore des pesticides se moquent de ce qu'on fait. Ils pensent que rien ne va changer, mais ils ne sont que 20-25 sur plus d'une centaine au total. Le référendum va aider à faire bouger les choses, mais il faudra du temps pour faire évoluer les mentalités. Tout le monde pense encore que sans pesticides, ta récolte est foutue, mais c'est faux. Une idée enracinée dans l'esprit des agriculteurs et qui arrange bien les multinationales productrices de pommes. Aucune d'entre elles n'a voulu répondre à nos demandes d'interview. À quelques kilomètres de là, au pied des montagnes, cet agronome essaie de montrer aux agriculteurs comment se passer des produits chimiques. Ils disposent dans leurs champs des pièges pour les insectes ravageurs. Certains coléoptères peuvent représenter un problème pour les semences de maïs. En fonction du nombre de larves capturées, on décide si une parcelle est à risque et si on doit la traiter ou non. Nos recherches montrent que dans seulement 1% des cas, les insectes sont vraiment nuisibles et un traitement chimique est nécessaire. Le risque de perdre sa récolte est donc infime. Mais le scientifique a décidé de créer, avec une association d'agriculteurs, une assurance à bas prix, 3-4 € de l'hectare, pour rassurer les agriculteurs dubitatifs. Sur les 50 000 hectares couverts par l'assurance, nous avons remboursé moins de 1% des surfaces en 3 ans. Ce faible pourcentage démontre qu'il y a une utilisation démesurée des pesticides. Les agriculteurs recherchent la sécurité, même si le risque n'est pas réel. Il y a 2 effets positifs à transformer sa production. D'abord, on réduit les traitements, donc l'impact sur l'environnement est plus faible. Et ensuite, on diminue les coûts de l'entreprise. Cette économie sera peut-être l'argument qui fera changer les pratiques agricoles en Italie. Le pays a déjà le plus grand nombre d'agriculteurs bio d'Europe. Voilà, un reportage en Italie de François Goulin. Michel Rivasi, quand vous voyez cette initiative, vous dites quoi plus de chimie dans les campagnes, ce sont des rêveurs ou c'est possible? C'est possible. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'il a fallu un référendum, vous voyez, pour faire en sorte à ce que ce village dise on n'utilise plus de pesticides. Ce que je voudrais dire quand même aussi en France, c'est qu'il y a des villes où il y a 0 pesticides. Et au début, on nous disait, des villes, vous voyez, on ne met plus de pesticides dans les terrains de foot, on ne met plus de pesticides dans les jardins, etc. Ça existe déjà. On nous disait au début, c'est impossible. Et puis, on le fait. Ça demande une formation. Et au niveau de l'agriculture, on le fait aussi. Moi, je suis d'un département, la Drôme,
qui est le département le plus bio de France. Eh bien, moi, je vois plein de jeunes agriculteurs qui utilisent une technologie innovante, parce que ça demande une technologie, ça demande plus d'observation. Quand il y avait l'affaire du glyphosate, c'était rapide, on balançait du glyphosate, vous voyez, pour désherber, et on gagnait du temps. Là, ça demande des assolements, ça demande une autre façon de fonctionner. Et ça, je pense qu'il faudra passer au bio, parce que si on veut jouer sur la santé, c'est quand même des milliards économisés sur la sécurité sociale, et c'est surtout un environnement où il y a une biodiversité. C'est ça l'enjeu. Et quand on voit l'Organisation des Nations Unies, il dit on pourra nourrir la planète que si on se lance dans le bio, avec la permaculture, avec, vous voyez, une agriculture qui développe énormément les écosystèmes où il y a de meilleurs rendements que ces immenses exploitations agricoles où on mettait plein de pesticides. Éric Andrieu, on doit se réorienter vers un autre modèle agricole, vers le bio? Oui, je crois que le reportage est à cela très bien fait. La question qui est posée à travers le reportage, dès lors qu'on le lit, c'est une question de choix de société. Et que le mode de production doit accompagner ce choix de société-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit continuer à ne penser, je crois qu'on est tous d'accord pour dire changer de modèle aujourd'hui, à ne penser l'agriculture qu'avec une seule vision, celle du marché, donc et d'un marché libre, donc voilà, à l'international. On voit bien que ça ne répond pas. Moi, j'arrive d'une mission au Brésil. Vous savez, c'est pas comparable. Quand on a des stratégies qui sont là pour déforester, sur des sols pauvres, mettre de l'engrais, mettre une culture de maïs, mettre du glyphosate, finir par du soja, on n'est pas sur ces modèles-là. Et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc il faut effectivement, à partir d'un choix de modèle de société, trouver des alternatives. Alors le bio en est une, mais aujourd'hui, il faut être réaliste. C'est 5-6% de l'agriculture française et européenne. Donc il faut faire progresser la conscience collective. Je veux dire, il faut tendre vers, faire progresser la conscience collective des agriculteurs conventionnels. Il y a ce qu'on appelle les systèmes intégrés, donc ils font appel à des pratiques mixtes qui aujourd'hui existent, qui font des preuves, qui en donnent des résultats. Il faut progresser à la fois sur les alternatives peut-être chimiques, mais ça il faut en discuter, mais également sur les pratiques agronomiques telles que ça a été montré là. Là, on a parlé beaucoup d'insecticides. Il y a déjà, dans la viticulture, moi je suis sur un pays viticole, des moyens aujourd'hui sur le biocontrôle, pas que l'arboriculture, les fruits et légumes, donc la viticulture. On a des pratiques aujourd'hui biologiques qui permettent d'avoir des résultats excellents du point de vue agronomique, économique et environnemental, et du coup sur la santé humaine. Donc je pense qu'il faut progresser et cheminer ensemble pour garantir rapidement maintenant donc la qualité des aliments. Mais souvent, il faut des interdictions pour faire bouger les choses. Sûr, mais on est là parce que, vous voyez, s'il n'y a pas d'interdiction, et on continue, et on remet, etc. Angélique Delahaye, il y a quand même une réalité économique. On peut se passer des pesticides dans l'agriculture en Europe. Je crois que l'interdiction, c'est pas suffisant. Il faut l'incitation. Les agriculteurs, enfin moi j'en fais partie. La transition. Moi j'en fais partie. Ça fait des années que je suis passée à l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on n'est plus en agriculture conventionnelle, mais on n'est encore pas en bio. Je ne sais pas si j'arriverai à faire du bio un jour parce qu'il y a un environnement. Non, c'est pas tant un problème de coût. Évidemment qu'il y a un problème de coût. Quand vous avez besoin de plus de manœuvres au coût de la main-d'œuvre en France par rapport à d'autres pays européens, il y a plus de demandes que d'offres. Il y a un problème. Mais la vraie, à mon avis, plus que l'interdiction, le vrai moteur, ça va être, et en tous les cas, moi je le constate chez beaucoup de mes collègues, comme ça a été pour moi, la question économique. Pourquoi on est passé à l'agriculture raisonnée? Parce qu'il y a un certain nombre de techniques, d'innovations qui sont venues remplacer des éléments qui étaient des éléments de coût. Nous, ça fait 30 ans qu'en production sous serre, on est en lutte biologique intégrée, où on n'utilise plus de pesticides. Sauf qu'on est dans un habitat qui permet de réguler aussi tous les ravageurs, enfin un certain nombre de ravageurs en tous les cas. On fait du bio, il n'y a pas de Pour autant, il y a des questions d'environnement qui font que, il y a des pressions parasitaires qui sont différentes d'un endroit sur l'autre. Moi, je crois que le premier moteur, c'est la conscience collective des agriculteurs. Et je trouve qu'on a une image quand même quelque peu erronée de la réalité de l'agriculture. Il suffit d'aller au Salon de l'agriculture à Paris pour voir quelles sont les nouvelles technologies utilisées par les agriculteurs. Et ce que dit Michel est, à mon avis, très vrai aux États-Unis, il l'est de moins en moins en France, parce que le revenu des agriculteurs est ce qu'il est. Et ça a été dit dans le reportage, tout ce que vous n'épandez pas dans votre champ, c'est du revenu en plus. Donc aujourd'hui, avec l'élévation du niveau de formation des agriculteurs,
avec les nouvelles technologies, avec les innovations. Avec il n'y a l'exigence des consommateurs aussi. Mais c'est la première des exigences. Moi, je produis pour un consommateur. Je ne produis pas comme ça dans l'absolu ou pour jeter un produit. Donc mon produit, il faut qu'il réponde à un marché. Et aujourd'hui, on voit bien, il y a des pays où l'exigence est montée d'un cran. Eh bien, les agriculteurs s'adaptent. C'est sûrement un des acteurs économiques et un des milieux économiques qui s'est le plus adapté à la demande des consommateurs. Oui, mais il a fallu un vrai débat quand même pour que la conscience collective progresse. Dans les agriculteurs, ça fait 30 dans ans. tous les métiers, si vous voulez, 30 ans il y a ceux qui sont conscients, et Agir de la en fait partie, et puis il y a ceux qu'il faut amener. Aujourd'hui, je vais vous dire, là, le 28, on a une décision importante sur la question des néonicotinoïdes. Et moi, je milite pour, comme la Commission le propose, d'interdire 3 néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. J'ai encore hier eu un tweet, pour tout dire, de certains agriculteurs de laine, en disant, attention, il veut tuer les fourmis. Mais on ne peut pas, assimiler les pollinisateurs donc, et les fourmis. Enfin, il y a un problème vraiment de conscience. Donc, il faut faire un travail, comme vous le faites d'ailleurs, elles ont leur rôle, progresser, si vous voulez, progresser donc, dans ce cheminement, donc, pour tendre vers une agriculture donc saine qui garantisse la qualité alimentaire auprès des... C'est le travail que vous faites, vous trois, dans cette commission. Mais il ne faudra pas mettre les agriculteurs en situation de distorsion de concurrence avec les produits importés. Mais juste un mot, ce qui a été dit, c'est la transition. Pour que ce soit coordonné au niveau européen. Mais bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale pour les agriculteurs. À l'intérieur, mais avec l'extérieur de l'Europe aussi. C'est pour ça qu'il faut que la PAC accompagne la transition. Il faut des moyens dédiés, ça a été dit. C'est ma proposition qui sera votée cet après-midi. Évoluer dans ses pratiques. Il faut réglementation. Il faut incitation, il faut innovation et il faut aimer la nature. Exactement. Et la santé. Quel est l'agriculteur qui n'aime pas la nature? Aussi. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. On termine par notre rubrique de fact-checking. Une députée de La République En Marche affirmait à la télévision que le système universitaire français, accessible à tous, constituait une exception en Europe et sur le plan mondial. Mais qu'en est-il réellement? C'est Checkpoint, préparé aujourd'hui par Ambroise Carton. L'accès à l'université en Europe. En France, tous les bacheliers ont le droit de s'inscrire à l'université. Une liberté unique au monde, selon la députée En Marche, Coralie Dubost. L'université française permet l'accès pour tous aux études et c'est une exception en Europe et à l'étranger de façon générale. Alors, l'université ouverte à tous, mythe ou réalité? La liberté de choisir ses études universitaires est inscrite dans la loi française. Seule condition, avoir son bac. Mais dans les faits, les filières les plus populaires telles que l'éducation physique ou le droit sont saturées. Certaines universités ont donc procédé à un tirage au sort ces dernières années. Pour éviter cette situation, le gouvernement a lancé Parcoursup, une plateforme chargée d'orienter les futurs étudiants. L'objectif, ça n'est pas que l'université dise non. Soit l'université accepte l'étudiant, soit elle lui impose de suivre un parcours adapté. Mais au fait, ça se passe comment dans les autres pays européens? En résumé, il y a ceux qui font d'office une sélection à l'entrée des études, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Suède ou encore l'Allemagne par exemple, et ceux qui sont plus ouverts. C'est le cas de la France et de la Belgique. Dans ce pays, n'importe qui peut s'inscrire à l'université après avoir réussi ses études secondaires. Sauf dans certaines filières très demandées qui imposent un examen d'entrée. Dans tous les cas, être un bon étudiant ne suffit pas. Il faut aussi avoir de l'argent. En France, les frais d'inscription sont très bas, mais tous les étudiants n'ont pas droit à une bourse. Ils sont donc 46% à travailler pour payer leurs études. Mais la palme du cursus le plus cher revient au Royaume-Uni, où la première année dans une université publique est facturée plus de 10 000 €. L'université pour tous en France, une exception mondiale. Si on met de côté le manque de place et le coût des études parfois décourageant, c'est plutôt vrai. Voilà, c'est la fin d'Europe Hebdo. Merci à vous trois d'être venus débattre avec nous. C'était passionnant. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Bye bye.